Jean-Louis, deux pilotes mexicains en Formule 1, ça renforce l'attrait des locaux pour ce sport ou bien est-ce qu'ils sont passionnés depuis toujours? Eh bien, je vous répondrai oui aux deux propositions que vous me faites, Géraldine. D'abord, c'est l'attrait des locaux parce qu'il y a des pilotes mexicains et on sait que quand même le Mexique n'est pas un pays où il y a tant de vedettes et tant de stars que cela, notamment dans la course automobile. Et en avoir deux ensemble, ça rappelle un peu cette époque de légende des frères Rodriguez, dont le circuit porte le nom. Ça rappelle aussi que, bien voilà, ils peuvent conduire vraiment de façon très pointue. Mais je dirais aussi que c'est un pays très festif, en tout cas à Mexico. Et donc, d'ailleurs, je lisais très récemment que le patron de McLaren et le patron de Mercedes trouvaient que l'accueil était formidable parce qu'il y avait toujours de la fête, des orchestres, des mariachis, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils aiment l'automobile parce que, si vous voulez, pour eux, l'automobile de tous les jours, c'est un peu l'automobile américaine et c'est moins sympa, c'est moins vivant, c'est moins attirant que la Formule 1. Donc voilà pourquoi il y a à côté de Sergio Pérez et à côté d'Esteban Gutiérrez, un amour assez profond pour l'automobile de course. C'est l'un des tracés les plus rapides du calendrier après Monza et Bakou. Qu'est-ce que cela implique, Jean-Louis? Ça implique pour moi au moins deux choses importantes. Premièrement, c'est la plus longue ligne droite de la saison, en tout cas l'une des plus longues, 1 km 300. Vous vous rendez compte de la vitesse qu'on peut prendre. Et ça implique également le fait qu'il y a des très très gros freinages, donc attention aux freins. Et puis, l'autre problème très important, c'est que c'est très 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 dur pour les pneus. D'abord parce qu'il y a ces lignes droites et qu'il faut faire quand même très attention à la surchauffe des pneus. Il y a les virages où ils ne refroidissent pas beaucoup non plus. Et donc c'est assez compliqué. Et je rappelle que ce sont les mêmes pneus qu'à Austin, c'est-à-dire les médiums, les softs et les super softs, et qu'il faudra quand même faire très attention dans la gestion de la course. Autre facteur qui risque un peu de perturber la course, c'est l'altitude. Quelle influence a-t-elle sur les pilotes et les mécaniciens, les mécaniques surtout, Jean-Louis? Alors tout d'abord, pour ce qui concerne les machines, eh bien vous savez qu'il y a 80% seulement de l'appui aérodynamique qui est en fonction et 80% de la traînée également. Ça veut dire qu'on va atteindre de très très grosses vitesses de pointe dans cette ligne droite, sans doute plus de 360 km/h. Ça implique également que les turbos vont pouvoir compenser le manque de puissance des moteurs. Plus l'altitude augmente, plus les moteurs peinent. Et puis, ça veut dire aussi pour les pilotes au moins deux choses. D'abord, ils sont très forts physiquement pour supporter l'altitude, ça n'a pas de problème là-dessus. Ça implique quand même la difficulté d'une ville qui est très très polluée, l'une des plus polluées de la planète. Et ça implique aussi de faire très attention aux conditions d'hygiène dans lesquelles on vit. Je vous rappelle que quand même, c'est dans les hôtels, on se lave encore les dents avec de l'eau minérale en bouteille et pas du tout au robinet. Donc il faut quand même faire attention à tous ces plans-là. Rosberg avait été le plus fort l'an passé, Jean-Louis. Est-ce que vous pariez cette année sur le même cavalier? Ça, c'est difficile à dire. Alors, je pense que Rosberg manie très bien ce circuit de Mexico, mais je pense que Hamilton n'a pas dit son dernier mot. On l'a déjà rappelé, vous et moi, dans notre précédent entretien. Hamilton ne lâchera pas. Forcément, les grands champions ou les triples champions du monde, ça ne se défait pas facilement de l'envie de gagner et d'être un compétiteur. Quant à Rosberg, il faut qu'il défende ses chances, normalement, comme toujours, sans penser au championnat du monde. Rosberg, on le sait, son secret, c'est de laisser complètement Hamilton de côté, oublier que Lewis existe et se concentrer sur sa victoire, ou en tout cas sur sa course. Quant à Hamilton, lui, c'est encore plus simple, il doit gagner, voilà. Donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas non plus à se perdre dans les calculs. Je vais vous raconter une anecdote. En 1986, je disais à Alain Prost, mais alors c'est très compliqué, tu vas réfléchir à ce que Mansell ne marque pas de points ou marque tant de points, Piquet. Non, pas du tout. C'est moi qui suis dans la meilleure situation. Moi j'ai une obligation, c'est gagner. Alors tout le reste, je m'en fiche complètement. Et c'est ce qui est arrivé, il a gagné et il a été champion du monde pour la deuxième fois. Eh bien, Hamilton est dans la même situation, il doit gagner. Jean-Louis, dernière question à propos de la Formule 1. Il y a 40 ans, James Hunt devenait champion du monde. C'est l'occasion de lui rendre un petit hommage. Je lui rends hommage bien volontiers. À cette époque-là, moi je travaillais à Sport Auto et je couvrais la Formule 2 et le championnat du monde des rallyes, mais pas la Formule 1. Et j'écoutais les grands journalistes qui m'ont précédé, Gérard Combach, José Rosinski et Johnny Reeve. Et si vous voulez, j'étais dans cette ambiance, je les entendais raconter les courses, et je ne peux pas m'empêcher, malgré le titre de champion du monde de James Hunt, que penser que cette année-là, c'était Niki Lauda qui était le plus fort. Rendez-vous compte, avant l'accident du Nürburgring, Niki, il avait 43 points d'avance, je crois, sur Hunt, et la victoire valait 9 points. Donc, autrement dit, il avait qu'à terminer sur sa lancée, et il aurait été champion du monde encore une fois.
il ne l'a pas fait. On sait qu'à Fuji, il a préféré arrêter parce qu'il pleuvait trop. Hunt a continué. Et James, rien que pour cette performance sous la pluie à Fuji, il méritait d'être champion du monde. Il l'a été. Voilà ce dont je me souviens 40 ans après. Mettons quelques instants de côté la Formule 1 pour parler d'endurance. Jean-Louis, on a appris que Audi arrêtait le WEC pour se concentrer sur la Formule I. Est-ce que c'est un mal pour un bien ? Alors très franchement, la Formule I, c'est à la mode. Et je sais également que Audi va continuer en DTM. Mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir, avec ces deux formules, employer cette magnifique équipe technique qu'ils ont à leur disposition. Donc, je pense que ça va être le moment pour les concurrents de débaucher des ingénieurs. Cela étant dit, je vais être très, très pratique selon le proverbe. Je ne vais pas être triste parce que Audi arrête. Je vais plutôt être content de me rappeler qu'ils ont été là pendant 18 ans, qu'ils ont fait des choses formidables, qu'ils ont apporté énormément de choses aux courses d'endurance et notamment aux 24 heures du Mans. Et c'est pour ça que je préfère penser à eux comme ça. Ils arrêtent, c'est leur droit le plus strict.